préambule, y en a-t-il ici qui connaissent l'émission Star Party sur YouTube ou pas? Ouais, bon, il y en a quelques-uns avec qui ce qu'on va faire va parler. Je vais expliquer vite fait le principe aux autres. Donc à la base, nous sommes une association d'astrophotographes et on a créé une chaîne YouTube sur laquelle on dispense des tutos PixInsight essentiellement, et sur laquelle on propose aussi des entretiens avec des astrophotographes, alors soit ciel profond, soit nightscape, qui sont réputés ou un peu connus ou qui ont été primés et avec qui on discute pour connaître leur parcours, leur motivation et permettre aussi aux gens qui démarrent de comprendre que c'est un acte humain de faire de l'astrophoto ou du nightscape. Ça ne demande pas, alors sans faire injure à mes invités, ça ne demande pas forcément d'être un surhomme, ça demande de s'y mettre, mais il y a tout un parcours d'apprentissage derrière et on trouve intéressant de le partager. En parallèle de ça, est née l'idée de créer 2 émissions. Une est plutôt une espèce de talk show autour de l'astrophoto, dans laquelle on va présenter, on va avoir des débats et des discussions autour de différents éléments de matériel, de différentes méthodes, par exemple, pour faire de l'astrophoto. Ça a pu être le cas autour de Stéphane Gonzalez, par exemple, sur le Lucky Imaging. Et puis, on va présenter soit du matériel, soit à chaque émission un objet du ciel profond intéressant à photographier à la période de l'année pendant laquelle l'émission a lieu. Donc là, c'est Mathieu qui va s'y coller aujourd'hui pour l'objet photographié en ce moment. Et on va aujourd'hui faire donc une émission qui va être enregistrée qu'on fera sur YouTube. Donc, je vous rassure, a priori, vous ne serez pas filmé, sauf si vous en faites la demande express, et ça sera juste là. Par contre, on va effectivement discuter d'un thème dont on va débattre ensemble, et vous aurez toute possibilité d'intervenir pendant le débat, parce que le principe, c'est pas d'édicter un dogme ou quoi que ce soit, c'est au contraire d'alimenter une réflexion, et éventuellement, pourquoi pas des fois trouver quelques solutions à des problèmes qui peuvent se poser. On aura donc dimanche une émission qui est une déclinaison de cette émission-là, pendant laquelle des internautes des astrophotographes nous envoient leurs photos achevées, et nous on va derrière les décrypter, ces photos. On a donc tout un panel d'intervenants qui regardent les photos et vont essayer de comprendre quels peuvent avoir été les problèmes à l'acquisition ou au traitement et donner des pistes d'amélioration, ou au contraire souligner les points positifs dans la manière de traiter ces images. Donc aujourd'hui, on va pouvoir débattre particulièrement. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais autant que vous soyez tout de suite au courant, en règle générale, chaque émission commence par une présentation des différents chroniqueurs qui sont présents à l'émission, sachant qu'on est 10 au total à faire cette émission. Ça tourne à chaque fois en fonction des disponibilités des uns ou des autres, et chaque émission commence par une présentation complètement idiote des différents chroniqueurs. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez avoir droit. À l'instar d'un Beethoven dont on a dit qu'il était tellement sourd qu'il a cru toute sa vie qu'il était peintre, notre premier chroniqueur est persuadé de tenir le site référence pour la pratique du macramé. Mais heureusement pour nous, c'est bien une bible de l'astrophoto qu'il nous fournit à travers son site, le capitaine du photon millénium, Jean-Baptiste Roux. Bonjour Jean-Baptiste. Ça commence fort, hein, sur la présentation. Je t'ai pas prévenu. Tu savais pas? Non. Bah, c'est la preuve que tu regardes pas l'émission. Non, Je saute, non, je pensais qu'il y avait des pubs au début, donc je saute. Ah ouais, non, il n'y a pas de pub. Ceux d'entre vous qui ont déjà vu les avant-bras de notre deuxième chroniqueur se demandent peut-être quels exercices de musculation il pratique. Nous, on le sait, rien de tel que l'arrachage des lampadaires à main nue pour développer les avant-bras. Évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous régale des photos sublimes et dispense de précieux conseils sur PixInsight. Mathieu Tequi est notre deuxième invité. Et alors évidemment, pour ceux qui auraient entendu, c'est l'ignominie qui vient de dire, notre dernier intervenant a été interviewé par la chaîne parce qu'on est fan de son travail, particulièrement en nightscape, ce que fait Maxime est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Mais il va se muer en chroniqueur aujourd'hui puisqu'on va parler d'une thématique qui le concerne au premier plan. Et alors lui est une autre légende évidemment, mais pas simplement pour les amateurs d'images astro ou nightscape, mais bien parmi l'Association internationale de psychiatrie. D'ailleurs, le président de cette institution m'a écrit récemment, je cite le courrier, en disant « Seul un pervers de format olympique peut montrer un tel goût pour la préparation et le soin du détail. » D'ailleurs, Thierry Legault et Laurent Lavalière nous intéressent énormément. Si vous voulez bien nous les présenter. Fin de citation, Maxime Boudou, notre deuxième chroniqueur. Et donc, l'émission spéciale, puisqu'on va avoir le temps de traiter qu'un thème, puisqu'on va avoir 45 minutes, normalement on fait une émission plutôt sur 1 heure, 1 heure et quart. On va avoir qu'un thème qui est un thème qui concerne très directement ciel et espace,
puisqu'ils ont été victimes de ce dont on va parler. On va parler des photos astro qu'on voit fleurir depuis un moment, principalement en nightscape, paysage nocturne pour ceux qui connaissent pas le terme, qui sont toutes plus incroyables que les autres. On en voit partout sur les réseaux sociaux, on en voit aussi de temps en temps dans la presse. Évidemment, vous connaissez sans doute Maxime, le travail de Maxime Oudou, le travail de Thierry Legault, pour ne citer que, mais vraiment j'en oublie beaucoup et volontairement parce qu'on n'aura pas le temps de les citer, se font un devoir de se trouver au bon endroit au bon moment tout en soignant la composition de leurs clichés et en plus avec une maîtrise technique très importante qui leur permet de sortir des photos absolument magnifiques. Seulement voilà, ça fait aussi un moment qu'on voit fleurir des photos d'autant plus exceptionnelles qu'elles sont totalement ou partiellement pipotées. Alors si une approche artistique se comprend et se respecte, ne pas annoncer qu'une photo est retouchée fait basculer la démarche dans une malhonnêteté absolue qui a toute une série d'impacts dont on va pouvoir discuter pendant le débat. J'aimerais, messieurs, qu'on puisse discuter, connaître votre opinion sur ce sujet. On va illustrer à l'écran par quelques exemples dont certains sont un peu célèbres. Qui veut commencer? Maxime, allez, c'est pour toi. Si? Fallait pas dire non. D'accord. Très bien. Alors effectivement, c'est un sujet qui est là depuis quand même pas mal de temps, en toile de fond. Un sujet qui concerne à la fois le monde de la photographie, mais aussi énormément d'autres secteurs d'activité. Les professionnels en fait du paysage nocturne sont confrontés en fait de plus en plus à des images qui sont de plus en plus retouchées, ou des photographes qui s'octroient de plus en plus de liberté technique pour faire des images. Alors visuellement c'est très joli, mais on rencontre assez souvent une difficulté en fait de transparence, enfin un manque de transparence plutôt sur ces images, et les photographes en fait n'expliquent pas complètement comment ils ont procédé pour faire ce cliché. On a mis un premier derrière. Oui. Donc là sur cette image, elle a été publiée par National Geographic il y a ça quelques années. Et là, ce que l'on peut voir sur toutes les zones qui ont été entourées, ce sont des zones en fait qui ont été tamponnées. Alors c'est peut-être un petit peu difficile de le voir en vidéoprojecteur, sur le vidéoprojecteur. Alors, vous verrez mieux pour ceux qui ont regardé sur internet, vous verrez mieux parce qu'on aura la photo en pleine def avec des gros non, on n'aura pas plus de def. Non, je crois pas. Mais voilà, toutes les zones en fait qui sont, c'est pas moi, qui ont été entourées, donc représentent des sections qui ont été tamponnées. Et donc plusieurs photographes, dont un assez connu qui s'appelle Adrien Mauduit, que vous connaissez peut-être, ont du coup signalé ce souci que National Geographic n'a pas du tout en fait relevé, et donc ça a déclenché un débat un peu à l'échelle internationale, puisque c'était écrit en anglais. Notamment il a écrit sur le site Petapixel qui est assez connu. Donc voilà, ça c'est un premier cas effectivement alors peut-être pas de triche là, mais quand même de retouches qui pourraient être au moins un peu plus discrètes. Parce qu'il y a, pour centrer le sujet sur lequel on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aborde le sujet de plus de l'aspect éthique de l'astrophotographie, jusqu'où on peut aller dans le traitement d'image, a priori plutôt pour du landscape que pour du ciel profond, parce que pour le ciel profond, le traitement qu'on fait par nature déjà en soi est quelque part destructeur de toute réalité, on va dire, perceptible à l'œil. Clairement, si on veut se limiter à ce qu'on peut voir avec nos yeux dans un télescope moyen d'amateur, il ne faudra quasiment pas un téléviseur. Un peu plus fort, on peut parler un tout petit peu. J'essaye, ouais. Donc on discute plus de l'aspect éthique. Où est-ce qu'on situe la barrière entre traitement, triche, et on n'aborde pas les cas vraiment de triche en eux-mêmes qui sont en soi pas très intéressants, parce que ça existe aussi, mais on n'a pas grand-chose à en dire dessus. Des gens qui reprennent une image qu'ils ont vue sur les réseaux sociaux et qui leur plaît, qui gomment la signature, qui mettent leur nom à la place du photographe qui a réalisé l'image. Des gens qui mixent des données pro avec leurs images amateurs en pensant que ça se voit pas, et ça se voit. Et on le voit souvent. Moi, je participe sur Astromine à la sélection des images du jour. Alors, j'étais dans le oui, je suis pas sûr de pouvoir faire plus. Mais moi, j'étais sur Astromine. Je m'occupe beaucoup de la sélection des images du jour, notamment parce que j'étais dans le comité des juges
pendant 2 années de suite. Là maintenant je suis en reviewer, donc c'est le stade en dessous, on présélectionne pour l'image du jour. Mais on a été de plus en plus, ça s'est un petit peu calmé, et c'est aussi lié à la philosophie d'Astrobin, ça s'est un petit peu calmé, mais pendant un moment toutes les semaines on avait des demandes de personnes qui me disaient je pense que ma photo a été reprise, ou je pense que sur telle ou telle photo il y a de la triche parce que vu l'instrument c'est pas possible. Alors il y a eu un gros passage, un gros moment pendant lequel c'était Topaz qui est venu un peu mettre le bazar dans tout ça, parce qu'il y avait de la création de faux détails. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Topaz, c'est un logiciel qui utilise une AI, oui, notamment pour faire tout ce qui est réduction de bruit, accroissement de détails, etc. Oui, qui vend en fait, ça peut marcher très bien sur des photos de tous les jours, ou surtout sur des photos de visage, parce qu'apparemment Topaz, l'intelligence artificielle a été beaucoup entraînée sur des visages. Mais du coup, quand on l'utilise en astro, souvent on se retrouve avec des nébuleuses qui a des cheveux. C'est pas une blague, hein. Moi j'ai vu les images de la nébuleuse, ça recrée des détails, mais on voit que ça a été, tout l'entraînement a été fait sur des objets ou sur des visages, et parfois ils portent avec un visage et ils rajoutent des cheveux à la nébuleuse. Donc c'est assez original. C'est une dimension artistique, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc il y a Topaz qui a mis un petit peu le bazar à un moment dans tout ça, parce que vous ne savez plus faire la différence entre est-ce que c'est quelqu'un qui allait prendre juste une image de Hubble et qui l'a mixée avec ses données, ou sans aller jusqu'à Hubble, hein, qui a repris une image d'un gros télescope amateur sur une image du site et qui l'a mixée avec ses propres données, ou est-ce que c'était juste Topaz. Mais on en avait régulièrement, comme très régulièrement. Moi ça m'a toujours un peu surpris, c'est que justement c'était pas anecdotique, c'était pas un cas isolé de temps en temps, il y en avait quand même plusieurs. Entre-temps, Astrobin, le problème ne se pose plus parce que le fondateur du site a dit je veux plus m'emmêler, ça m'intéresse plus. Donc les tricheurs, bon, il y a des fois on voit qu'il y a quelque chose de louche, mais on va pas jusqu'au bout de la démarche d'aller vraiment. Il y en a quelques-uns pour qui on l'a fait vraiment, aller reprendre toutes les images et regarder avec les brutes, parce que justement, voilà. Mais là, c'est des cas de triche qui sont grossiers, on va dire, sur le principe et qui évidemment n'ont pas de sens. Et le point qu'on aborde aujourd'hui, c'est plus, il n'y a pas de triche sur les données en elles-mêmes. Enfin, sauf là, qu'il y a des retouches avec du tampon, on peut dire, c'est copier-coller, mais ça reste une image qui a été faite par la personne. C'est bien ses données, c'est bien son matériel, c'est bien. Et après, où est-ce qu'on situe la frontière entre j'ai tellement retouché ma photo qu'en fait, ça ne signifie plus rien ce que j'ai, sauf à avoir une intention artistique totalement assumée et à l'indiquer comme tel. Alors justement, Maxime, est-ce que tu pourrais nous expliquer la démarche, l'ensemble de la démarche quand on fait une photo en Nightscape? Je pense notamment à celle que tu avais faite avec l'arbre Vénus de conjonction. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire en termes de préparation et de travail? Et puis après, on abordera ce que ça peut faire quand on voit des photos de ça pipeau qui ont demandé simplement d'être pro de Photoshop. Alors la préparation. La préparation, en résumé, il faut déjà définir un petit peu le projet que l'on veut faire. Donc additionner, sélectionner en fait le paysage au niveau du sol et l'élément au niveau du ciel que vous voulez faire correspondre. C'est un vrai dialogue en fait entre deux paysages, un paysage céleste, un paysage terrestre. Après, vous devez évidemment regarder la météo, vous devez regarder les conditions d'accès sur le terrain, des fois c'est un peu délicat. Vous devez regarder la pollution lumineuse aussi, si vous souhaitez éviter d'en avoir trop sur vos photos. Donc, en termes de temps, on peut passer facilement plusieurs heures pour un seul cliché quand il demande une certaine technicité. Ou comme ici, par exemple, là on demande des alignements en fait entre là la falaise d'Étretat et puis donc l'éclipse de lune, c'était donc le 15 mai dernier. Ça vous demande quand même des travaux un peu plus poussés au niveau des alignements, donc utiliser des applications comme Photopills, ce genre de choses. Voilà. Donc ça peut être assez long. D'accord. Et alors la moralité derrière, c'est quand on tombe sur une photo. Alors est-ce que tu peux nous raconter déjà l'histoire de cette photo-là? Alors cette photo-là, donc alors, elle n'est pas de moi, de personnes qui sont présentes ici. Elle a été réalisée donc effectivement lors de l'éclipse de lune du 15 mai dernier, donc la falaise d'Étretat. Donc c'est un photographe qui s'est positionné. Déjà lui, il a eu effectivement l'idée de faire cet alignement qui est assez intéressant. Donc le cliché visuellement est assez joli, il est assez réussi. Cependant, il n'est pas réaliste. Et ça, effectivement, à première vue, on a un petit peu de mal quand même à le tester. Il n'est pas réaliste parce que vous avez un problème d'alignement sur l'arche en fait de la falaise d'Étretat et la position véritable en fait de la Lune qui en réalité se trouve, alors, dans votre sens à vous, plutôt de ce côté-là, donc plus vers la mer.
Également, la Lune, en réalité, a cette phase précise en fait de l'éclairage avec le limbe en fait qui commence à être à nouveau éclairé par le Soleil. Elle est plus haute. Donc, résultat, le photographe va procéder à un déplacement en fait de la Lune pour la faire correspondre pile poil sur l'arche. Vous notez le travail particulier. On peut faire une ligne qui passe ici. Voilà. Et puis un reflet qui, du coup, je pense qu'il n'existe pas en réalité. C'est une modification, je pense, sur Photoshop avec un masque. Ça, je spécule, mais c'est fortement probable. Ce qu'il s'est passé, c'est que le photographe a photographié le sol avec un 200 mm et la Lune, il l'a photographié avec une lunette, donc très certainement 300, 400, 500 mm de focale. Voilà. Et si on zoome bien, on peut même quasiment voir, ça pixelise davantage au niveau de la Lune. Différence d'échantillonnage. Il y a une différence d'échantillonnage en fait entre la Lune et le sol. Donc ici, on voit bien que dans le limbe, ça ne pardonne pas d'ailleurs quand il y a des fortes lumières. Et on voit que ça pixelise davantage par rapport en fait au reste du cliché. Et ça, les problèmes d'échantillonnage, quand on veut faire des photos composites, c'est-à-dire des photos en fait, on vient mettre différents éléments dedans, des différents échantillonnages. Si on ne respecte pas le même échantillonnage, ça saute rapidement aux yeux. Donc soit surdimensionné, soit sinon on voit quand même assez vite justement ce genre de problème. Et du coup, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Mais ça demande quand même de connaître un peu justement pour pouvoir voir le problème. Ça demande. Or, cette photo-là, elle a eu un destin un peu particulier, quoi. Alors, elle a eu un destin assez particulier, puisque le photographe l'a publié quasiment le même jour ou le lendemain pour pouvoir profiter de l'effet médiatique en fait et spectaculaire qu'offrent les éclipses, ce qui marche très très bien. Et donc, elle s'est retrouvée Sky. Donc, Sky, c'est la petite sœur de la Pod, pour vous dire. Donc, elle a failli être Apod. Alors, Apod, cette image. Tout le monde sait ce que c'est ou pas? Il y en a qui ne savent pas et qui n'ont pas peur de lever la main, tout le monde sait. Astronomy Picture of the Day. L'image astronomique du jour. C'est une image astronomique du jour délivrée par l'association Apod. Voilà. Donc c'est une certaine publication quand même. Elle a été sélectionnée dans plusieurs sites, on peut citer Numérama, et également donc effectivement un article que Ciel Espace avait écrit sur leur site internet où il recensait les plus beaux clichés de l'éclipse, et donc elle était présente. Voilà. Mais quelqu'un sur WebAstro a senti un petit peu le truc et a procédé à un travail d'enquêteur assez complet, et donc il a expliqué littéralement par A plus B, par des formules des maths et des calculs longs, que c'était impossible. Donc cette publication est disponible sur WebAstro. Vous pouvez taper littéralement sur Google éclipse de lune phase de Trotag, et l'article de WebAstro est extrêmement bien référencé. Vous pourrez tomber dans les top 3 en fait, des résultats. Donc, je vous laisserai lire la description. Elle est assez extrêmement bien faite, et donc voilà. J'en profite pour dire que si vous avez des questions à certains moments, vous n'hésitez surtout pas à signaler. On y viendra. Alors, le problème, c'est on voit bien l'intérêt global et immédiat de trucs. Enfin, j'allais dire de truquer. Il y a une différence entre composer une image, l'annoncer comme étant composée, parce que ça amène un côté artistique, et ça, c'est toute l'histoire de l'art d'une manière générale, il n'y a pas d'interdit là-dessus. Et le fait de faire publier une photo en prétendant l'avoir prise avec des moyens techniques standards sur l'instant, alors que ça n'est pas le cas. Bon. D'après vous, tous les trois, qu'est-ce qui peut provoquer, qu'est-ce qui peut amener les gens à ne pas dire qu'elle est fausse et à la balancer comme ça? Ouais, je vois, c'est la même logique que les personnes qui vont aller piquer les données pro, les mélanger à leur image. C'est peut-être un peu excessif ce que je dis, mais en tout cas pour moi c'est la recherche du like, de la reconnaissance, et peut-être le plaisir de faire une image qui n'a été faite par personne. Là, cette image-là, elle n'est faite par personne a priori, puisqu'elle ne peut pas être faite dans ces conditions-là. Elle est impossible. Celle-là est impossible, donc c'est peut-être justement le fait d'avoir une grosse lune proche de l'horizon qu'il a distingué parmi les autres belles photos qu'il avait faites de l'éclipse, et qui étaient plus réalistes, avec une lune plus petite, avec moins de... ou alors avec moins de paysages, puisque plus de focales, enfin voilà, c'est autre. Voilà. Et de la même manière, sur les sites ou sur les forums, pouvoir sortir telle ou telle nébuleuse avec un niveau de détail que personne n'a fait, avec à juste titre, puisque
on est pas sur la triche, quoi. Pour moi, c'est ça, c'est une volonté de reconnaissance un petit peu maladive de son travail, et ça conduit dans des excès comme ça, pour une partie, et je pense que certains, c'est pas aussi machiavélique que ça, et je pense qu'il y en a certains, ils ont juste envie de faire une belle image, mais pour eux, ils voient pas le problème, en fait. Oui, il y a aussi ça, complètement, il y a aussi ça. Ouais. C'est-à-dire, ils voient pas le truc. Ils voient pas le problème, soit parce qu'ils considèrent que c'est de l'art, donc il n'y a pas réellement de problème et il n'y a pas à juger la manière dont on propose les images, soit parce que ils sont aussi amateurs d'astro, voire même qu'ils connaissent bien la manière de faire de lightscape ou autre, mais que pour eux c'est la recherche esthétique qui prédomine et pas la réalité de ce qui est présenté, avec le risque de tromper ceux qui regardent. Parce que pour cette photo-là, il me semble que l'auteur avait initialement, quand il est publié, avait dit que justement c'était pas une photo. Alors, c'est le problème, c'est que lors de la publication de l'image, il n'a pas été assez clair. C'est ça le truc. Il a vraiment pas été assez clair sur l'explication. Il a donné le matériel, mais il a laissé ce petit flou artistique qui fait toute la différence, en fait, et c'est ça le nœud du problème, qui fait qu'on ne sait pas exactement où était la hauteur de la lune, la taille, etc. Pour les personnes qui ne savent pas du tout les notions d'échantillonnage, la taille apparente de la lune en fonction de la focale, qui ne font pas ces exercices en fait intellectuels assez rapidement parce que ils n'ont pas l'expérience, l'habitude de faire, ils y voient que du feu et ils passent rapidement à autre chose. Donc c'est une image en fait le photographe il était vraiment sur place, il a une très très bonne idée, l'image est belle, mais ce qui est un petit peu dommage en fait c'est qu'il s'est senti en fait obligé de recaler la lune en fait pour qu'elle rentre telle qu'elle était peut-être prévue dans sa tête. Il s'est rendu compte sur place qu'au final ça ne matchait pas peut-être avec son projet initial, peut-être pas. Et donc il s'est dit, c'est pas grave, je vais la bouger. Et ça, c'est effectivement un petit peu dommage. Alors, avec une différence quand même dans ce que tu disais, Jean-Baptiste, que tu as un peu évoqué, c'est qu'en astrophoto, alors il y en a qui pratiquent l'astrophoto dans la salle. Ah bah oui, il y a du monde quand même. Bon, alors vous serez d'accord pour dire, si vous avez déjà montré vos photos à d'autres personnes dans la salle, d'autres personnes qui ne pratiquent pas l'astrophoto, que même si vous faites une astrophoto bof dans des conditions moyennes, que vous hésitez à montrer à vos pairs, vous le montrez à quelqu'un qui ne connaît pas, qu'on appellera amicalement des moldus par exemple, ils ne sont pas du tout au courant, il va avoir l'impression de regarder une photo prise avec Hubble et vous allez passer pour une star internationale. On est bien d'accord. Bon, tout le monde l'a vécu. Par contre, on est bien d'accord aussi pour dire que les astrophotos qu'on peut prendre, l'essentiel du grand public, il ne les voit jamais. C'est-à-dire que des astrophotos dans la presse, grand public, je ne suis pas certain que vous ayez eu beaucoup l'occasion d'en croiser, et donc le grand public en voit peu. Alors c'est très bien parce que ça nous permet de frimer quand on monte les nôtres, mais le public en voit peu. Pourquoi il en voit peu? Parce que globalement ça nécessite un peu d'explication pour comprendre en minimum ce qu'on voit. Par contre, quand on a une lune au-dessus de la falaise Etretat, j'ai envie de vous dire, n'importe quel humain standard doté d'une paire d'yeux va être capable de déterminer qu'il voit la lune au-dessus d'une falaise. Donc forcément, les dégâts qui sont engendrés entre astrobines où on va retrouver des photos un peu pipotées et ce genre de choses n'ont pas du tout la même portée. C'est-à-dire que dans un cas, on va énerver quelques croyants pratiquants d'une discipline particulière. Dans ce cas-là, on s'adresse à des photos qui, par contre, peuvent faire très facilement des unes de presse parce qu'il y a eu l'éclipse la veille, ou simplement parce que la photo est extrêmement esthétique. Et par rapport à ceux qui font ça avec une véritable éthique, là, pour le coup, ça vous détruit la baraque. On trouve ça dommage, effectivement, d'utiliser... C'est plus que dommage, quand même, parce que pendant qu'on montre une photo pipeau, il y a une photo pas pipeau qu'on montre pas. Qu'on montre pas, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment préjudiciable. Alors, sur le long terme, avec l'ensemble des images qui sont produites, qui sont présentées sur Internet, il peut avoir un préjudice important. C'est ça. Il y a plusieurs degrés après de modification. Là, on est sur un cas qui est un peu dommage parce qu'encore une fois, le photographe était présent sur place, il a une idée qui était vraiment intéressante, mais voilà, il a optimisé son image pour qu'elle soit, pour qu'elle puisse passer plus facilement, peut-être un effet sensationnaliste plus présent, et ça, il y a eu effectivement une vérification par la presse. Après, il y a des cas qui sont quand même beaucoup moins. Quand même, alors je ne sais pas si tu en as. J'en ai pas 40, mais j'ai un petit assortiment là. Ouais. Parce que pour tout vous dire, nous avons quand même un peu hésité à exposer publiquement certaines photos vraiment honteuses. Voilà, déjà pour pas leur faire de la pub. Et puis deux, parce que ça méritait pas plus que ça. Après, on voulait illustrer un peu, on illustrera de manière beaucoup plus précise en ligne dans les vidéos finales. Mais oui, ça manque pas. Des photos pipeaux qu'on nous a vendues comme étant normales. Là où c'est particulièrement énervant, c'est alors
sans le degré d'expertise évidemment de Jean-Baptiste ou de Mathieu, et évidemment de Maxime en Netscape, c'est quand vous essayez d'accompagner des gens qui apprennent à faire de la photo nocturne et qu'ils ont comme référent des photos impossibles. Oui, c'est ça. Ces gens-là lâchent en route, et nous on en a connu quelques-uns. Alors ça s'est beaucoup vu sur les réseaux sociaux parce que l'abus de l'utilisation d'images est quelque chose d'extrêmement concomitant avec sa propre notoriété sur les réseaux sociaux. C'est valable sur Facebook, c'est bien pire sur Instagram, où là il n'y a que l'image qui a véritablement un sens. Mais le nombre de fois où nous on voit passer des photos d'une lune au-dessus d'une route, entre deux cavernes, tu dis mais c'est non, et dans le même temps, alors tout le monde va hurler au génie, vous allez voir, alors même si ça a une valeur relative ce que je vais dire, mais vous allez voir que la photo va récupérer 80 000 likes. Bon, alors déjà le premier problème c'est que vous dites qu'il y a au minimum 60 000 personnes dans ces likes-là qui ne comprennent pas ce qu'ils ont regardé. Ce qui est en soi un problème et une base de réflexion. Bon. Et puis à côté de ça, vous avez Thierry Legault, qui lui va s'emmerder et vous prendre la lune qui passe sous l'Arc de Triomphe, où vous savez qu'il a préparé son truc, il s'est pourri la vie pour y arriver, et donc c'est vachement bien, mais c'est un peu moins spectaculaire. Et au final, ça se ressent dans la façon dont la photo est diffusée. C'est là où je lis un peu vos destins, et je lis la difficulté d'arriver à faire comprendre à des gens qui veulent s'y mettre que ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il serait au minimum raisonnable de dire attention, ceci est un montage. La transparence, c'est important. C'est ça. C'est qu'on n'a rien contre la photo composite, mais à partir du moment où c'est expliqué de manière claire et à but, pourquoi pas donc artistique, parce que ce sera l'unique but au final, a priori, je ne veux pas dire qu'on peut tout faire, parce que l'éclipse de lune au-dessus d'Étretat, le problème c'est qu'il y a, du fait que c'est impossible, pour moi, ça, par contre, faut pas trop l'exposer. Après, voilà, une voie lactée au-dessus d'un arbre, ça, pourquoi pas, ça pourra se faire. Il faut expliquer qu'on a fait cette image en fait de manière composite, avec des assemblages, des collages. Pourquoi pas dire les méthodes, afin de dire qu'on a respecté justement par rapport au cadrage, l'échantillonnage, etc. Et puis voilà, où même s'il y a des choses qui sont complètement fausses dans l'image, pourquoi pas dire non plus en disant que on trouvait ça plus esthétique et que du coup on a voulu rajouter un petit bout de la Voie lactée qui n'est pas forcément présente dans notre hémisphère ou autre. Enfin, je sais pas, moi. Ça peut être des choses parfois assez spéciales parce que on peut voir des photos de, je sais pas, moi, on va voir une partie de l'arche de notre Voie lactée dans l'hémisphère nord alors que c'est une partie de l'arche de l'hémisphère sud. Enfin, ça, parfois, ça peut se voir malheureusement. Il y a deux catégories de je pense parmi les gens qui font ça. Il y en a une qui est peut-être à mon sens plus fautive que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qui font un peu de landscape, mais qui ne s'y connaissent pas plus que ça en astronomie. Mais juste ils trouvent ça beau et sans s'intéresser vraiment à l'astronomie. Ouais. Donc on arrive sur des photos où par exemple on a une belle photo de la Lune avec des monuments parisiens, mais avec la Lune complètement orientée au nord. Je l'ai vu une fois. Donc effectivement c'était un composite, mais avec une lune et la personne n'avait pas la même conscience d'avoir fait quelque chose qui n'était pas, qui était même pas réaliste, dans la mesure où il avait pris, il s'est dit tiens ça va bien ensemble. Sauf que évidemment il n'y a aucune chance de voir la lune plein nord derrière le monument à Paris. Et l'autre catégorie, où là c'est peut-être un peu plus gênant, c'est les gens qui ont pleinement conscience du fait que c'est pas réaliste, que c'est pas que, mais qui font des images comme ça, outrancières ou vraiment exagérées, sans prévenir le public. Et on voit qu'il y a un tel déficit de connaissances auprès des gens chez qui on partage ça, notamment je pense surtout aux réseaux sociaux. C'est là où il y a potentiellement le plus de vues, mais aussi le plus de gens qui ne connaissent pas. On en est d'ailleurs que quand, à certaines occasions, quand des photos comme ça truquées ou exagérées ou qu'on va tenter de qualifier un peu de fake, parce que là on a vu des choses un peu, il y a des trucs avec beaucoup de avec des choses qui semblent un peu irréalistes, avec des lunes reposées sur un fond d'étoiles, qui n'est pas le bon, ce genre de choses. Arrête, je sais. Ouais, pardon. Les gens qui s'y connaissent vraiment et qui ne font pas l'effort de vraiment d'informer le public et en quelque sorte de le faire progresser, pour moi c'est encore plus embêtant. Et preuve en est sur les réseaux sociaux que quand on publie une image comme ça et qu'on fait remarquer à la personne que c'est pas réaliste, qu'il y a 5 shots, etc. En général, alors soit la personne concernée ne réagit pas, mais laisse ses fans
guillemets, réagir. Souvent, on va avoir des messages un petit peu énervés de personnes qui défendent ça en disant mais laisse-le tranquille, c'est de l'art, il fait ce qu'il veut. Ouais. Sauf que quand on n'y connaît rien en astronomie, enfin encore on peut se dire effectivement c'est une recherche artistique, mais il n'y a aucune vocation derrière de vraisemblance de l'image. Donc quelqu'un faudrait l'indiquer aussi. Si c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment en astronomie et qui fait ça consciemment, c'est encore plus dommage et c'est encore plus critiquable. Et c'est en ce sens-là, je sais que sur certains groupes, notamment où est Maxime, il y a des... Pour adhérer, je crois qu'il faut quand même s'engager à respecter certaines petites chartes pour des règles. Oui, des règles simples, mais qui sont qui montrent que c'est quand même ce qu'on publie est quand même sérieux et pas trafiqué c'est ouvertement. C'est ça. Il y a une question. Par contre, c'est la même chose que pour Jean-Baptiste, il va falloir parler fort pour les gens derrière. J'ai une petite question. Donc, j'ai bien compris, vous avez beaucoup de mal pour réaliser des photos comme ça. Il n'y a pas des fois un risque chiant de me dire j'en ai marre, moi je me donne beaucoup d'efforts, je n'ai pas de reconnaissance, entre guillemets, je vais aller à la facilité, je vais faire comme tout le monde et je vais trafiquer mes trucs. C'est pas quelque chose qui des fois on titille ou alors. Ça fait 2 ans que Maxime le truc tout. Exactement. On m'avait des démasqué. Il y a tout un spectre en fait qui existe entre j'abandonne complètement le truc et puis je fais un petit peu ce que je veux, et puis donc l'autre côté où je m'applique à faire un truc hyper sérieux. Il y a un peu une notion qui est assez débattue, personne ne sait exactement où la placer, une ligne en fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Après voilà, c'est très difficile de dire les choses sont bien ou pas bien, enfin binaire quoi. On essaye de faire évoluer un petit peu la pratique, mais tout en respectant une certaine notion de transparence et il y a une image qui est à Galerie Astro un petit peu plus à côté de l'entrée, quand vous allez sur la droite, ça s'appelle le lever d'Orion. Vous avez Jean-François Gély qui est un photographe qui est sur un promontoire rocheux, et au-dessus vous avez Orion. Et cette image-là, sur les réseaux sociaux, je l'ai complètement expliqué en étant, dès le départ, en expliquant que c'est une composite. Et à partir de là, voilà, là c'était vraiment très très clair. Et ça, c'est pour moi, personnellement, c'est la limite vraiment la plus absolue à ne pas franchir. Mais ça, c'est mon cas perso. Mais c'est une image composite. Après, le respect des échelles est exactement le même. Elle a été prise depuis le même endroit, le trépied n'a pas bougé, avec le même matos. Voilà. Donc ça, c'est mes règles en fait, qui est aussi entre le côté sérieux et le côté un peu plus liberté artistique. Et pour répondre à la question, on n'est pas, je pense, tous concernés de la même manière, parce que moi, personnellement, entre quelqu'un pour qui c'est une activité, on va dire, professionnelle, professionnelle, c'est plus embêtant que quelqu'un comme moi qui ne tire pas de revenus d'astro et juste ça m'énerve quand j'en vois. Ça m'énerve pas de voir des photos composites en fait, du moment que c'est indiqué. Et qu'il y a, voilà, parce que je sais ce que je regarde. Si on essaye de me prendre pour un idiot en me faisant croire que c'est possible d'obtenir ça alors que ça l'est pas, là ça m'énerve. Mais à la limite, bon, c'est pas très grave, ça fait que m'énerver. Et je vais pas essayer de faire. Je sais que je pourrais pas faire mieux, puisque la photo par définition elle est pas. Si la personne n'a pas réussi à le faire avec une pose unique ou avec des méthodes, on va dire, plus traditionnelles et respectueuses de la réalité des objets, du paysage, de la composition, évidemment, je pourrais pas faire mieux, de toute façon. Donc, moi, ça me pousse pas à avoir, ça me donne pas envie, en tout cas, de faire la même chose, mais je comprends que pour les gens pour qui c'est une activité professionnelle qui tire un revenu quelque part de cette activité-là, ça s'assimile presque à de la concurrence déloyale, en quelque sorte. Il y a un peu de ça. Alors la question c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors au niveau des réseaux sociaux, bon, rien. Enfin, à mon avis, la meilleure façon de contrôler les réseaux sociaux, c'est qu'Elon Musk les rachète tous, comme ça il n'y aura plus personne. Vous en aurez tous marre de payer 10 balles par mois pour... Bref. Mais quand on voit par exemple que même Ciel et Espace, qui est quand même une revue spécialisée, dans laquelle on pourra quand même pas accuser les gens qui font d'être des incultes absolus, même eux se font avoir sur la publication d'un truc. Oui, ça peut être aussi par négligence. Faut pas jeter la pierre à Ciel et Espace parce que... Non, justement, je jette pas, mais je dis, mais si même eux se font avoir, vous imaginez bien que tous les médias traditionnels, où là, il n'y a aucune connaissance particulière, à moins de tomber sur un titre qui pratique. Pour être clair, en fait, tout le monde s'est déjà fait avoir au moins une fois par une image. Moi, clairement, l'image de la photo d'exploitant, on me la montre comme ça, ouais, elle est super, mais tout de suite, je me dis pas, oui, c'est un peu. Parce que faut aller chercher. J'ai vu les publications sur Webastro. Voilà, il y a de l'argumentation derrière aussi pour faire comprendre que c'est pas vrai. Je dis encore une fois, je ne cartonne pas sur l'espace, je me dis, mais si même eux n'arrivent pas à détecter dans l'espace, c'est très bien fait. C'est quelqu'un parmi d'autres. L'Apple s'est fait avoir,
Il y a eu des fakes sur la Pod, il y a eu des fakes sur la Pod 2, il y a eu des fakes sur Astrobin, il y a eu des fakes sur Ça veut dire quoi? C'est qu'on publie trop vite, on regarde pas assez, non, on soupçonne pas par défaut. Oui, c'est que parfois, moi, pour avoir fait passer, il y a certaines images, pour avoir passé des jours dessus, à chercher vraiment. Et dans un cas, il n'y a pas de triche, dans un cas, il y a de la triche. C'est un peu plus manifeste quand il y a pas de CS, quand on ne trouve pas. Des fois, c'est tellement bien fait qu'il faut vraiment aller chercher, trouver Et même à la fin, on n'est jamais sûr. Quand la personne ne le reconnaît pas, on a tout un faisceau d'indices. On peut avoir une certitude personnelle, mais donc, quand on n'a pas ça, c'est compliqué d'aller dire publiquement. Ça a été fait parfois, il y a des images qui ont été retirées. Donc le prix a été retiré, c'est pour la Pod, un transit, je crois que c'était devant Uranus, ou pour la Saturne, ouais, c'est ça. Oui, l'ISS devant Saturne, ou un truc comme ça. Et où la personne ne reconnaissait pas au début. Il a fallu beaucoup de. Je crois qu'Yari Logo aussi est intervenu. Donc tout le monde se fait avoir. Il n'y a pas de. La photo connue, c'était le chorizo, là, qui n'a pas eu. Le chorizo, ça fait des tiennes. Oui, mais. Alors là, ça pose le problème du public. Ça rejoint tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de connaissance du grand public. Ça BFM, c'est pas avant. Ah oui, non, mais tout. Ah oui, eux aussi se sont fait avoir. Mais parce qu'il y a une légitimité de la personne qui publie initialement. Si quelqu'un publie, on n'a pas spontanément peut-être l'idée de se dire c'est une grosse blague potache. Alors que quand on n'a pas la notoriété, je pense par quelques actions photographes dans le monde, on a une très forte notoriété, mais voilà, quand on voit une image en général, on ne se dit pas. Nous, entre nous, on sait qu'il y en a qui respectent bien les règles éthiques qui sont fixées et d'autres moins. Mais voilà, on peut tous se faire avoir. Et ça rejoint vraiment un défaut d'information globale du grand public qui se manifeste, on se voit sur quand ça passe à BFM, quand ça passe sur les forums, quand ça passe sur les réseaux sociaux. Tout le monde potentiellement peut se faire avoir. Donc ça mérite d'avoir un œil critique sur chaque image. Et pour autant, il ne faut pas basculer dans la. Moi, quand je regarde une image, je ne commence pas par me dire est-ce que c'est du fake ou est-ce que c'est réel. Je pars du principe que la personne qui l'a fait, elle est bonne foi dans ce qu'elle présente et dans ce qu'elle commente, et dans les informations qu'elle me donne. Je ne présuppose pas qu'on essaie de me tromper dès qu'il y a une photo. Donc pas de solution préalable à mettre en place. Il faut pas tomber non plus à chaque fois dans le parano en se disant que la photo qu'on a en face est peut-être truquée. Déjà, ça dès que je regarde une de tes photos, mais bon, déjà il n'est pas en Bretagne. Oui. Il y a juste à lire donc ce qu'on appelle les exifs, c'est les caractéristiques de la photo. À partir du moment déjà où les exifs sont suffisamment expliqués, ça déjà ça peut être quand même une bonne indication. Après, il y a des choses aussi assez simples et c'est que quand vous regardez notamment le Netscape, si vous avez une photo de la Lune, on a quand même la chance, nous, c'est que la Lune, elle nous présente toujours le même côté. Donc, en fonction de la position de la Lune, de la manière dont vous cadrez, regardez par exemple les éventuels problèmes de rotation qu'elle peut avoir ou autres. Alors ça, c'est assez classique aussi parfois. On la voit inversée, on la voit avec une rotation qui est complètement improbable. Quand vous regardez une photo qui a une certaine sensibilité, qui est plutôt jolie aussi, parfois, il faut quand même toujours se poser la question, est-ce que ça va être bien réel ? Souvent, les photos, alors à moins de les préparer à l'avance, mais une photo justement d'une éclipse qui va être incroyable, les conditions sont souvent hyper rares pour obtenir ce genre de photos. Donc là déjà, moi je sais qu'en fonction des photos ou des événements astronomiques qu'il va y avoir qui sont plutôt rares, attention aux photos que vous allez regarder. Ça c'est quelque chose quand même qu'on voit assez souvent. Moi je pense à celle d'Étretat. Première réaction, oh dis donc incroyable. Deuxième réaction, c'est quand même balèze de la prendre pile poil à ce moment-là, au-dessus. Voilà, mais la première réaction, comme tout le monde, waouh. Ah oui, quand même. Oui, clairement, elle est belle, elle est balèze. Elle est belle. Après, moi je trouve que même, rien qu'en zoomant, ils auraient pu voir quand même, je trouve, la supercherie quand même. Oui, elle n'était pas. Pour celle-là. Pour celle-là, elle n'était pas un peu. Mais le problème, c'est que ça oblige d'avoir la démarche d'aller vérifier. Alors, tu ne devrais pas avoir en fait cette démarche-là. C'est l'auteur de la photo qui devrait te dire. Les exifs devraient être suffisamment explicites pour dire. Ça place dans une position, mais tu es obligé d'aller faire enquêteur si tu veux avoir le fameux. Oui, puis il y a des gens sur lesquels on n'a pas à se poser la question. Enfin, je veux dire, on sait parfaitement, mais bizarrement, l'effet waouh n'est pas tout à fait le même. Je prends un exemple. On a vu Fleurir. Je pense que ça a parlé à plein de monde. Une super photo de la Lune et à côté on voit Saturne.
mais on voit les anneaux de Saturne. Ah oui. Alors c'est sûr que quand derrière, je pense à Thierry, il nous met un rapprochement Saturne et Lune, on a la Lune, un point. Dans un cas, tout le monde se dit waouh, il est super fort, dans l'autre, on dit ouais, bah, je le fais au smartphone, mais non, enfin, c'est pas comme ça. Et du coup, ça casse vraiment cet ensemble-là, mais en même temps, on se pose pas la question de savoir si Thierry pilote ses photos ou pas. Et le souci, c'est que Thierry en vient à légitimer ses photos Sur la dernière, par exemple, où justement c'était la Lune. c'est l'éclipse. C'était même pas une éclipse. Non, mais pas une éclipse, Non, éclipsée par le nuage. C'était la pleine Lune, mais oui, éclipsée par les nuages. Il en vient à expliquer le phénomène d'irisation de la Lune avec le rayonnement autour bleu sur les bords puis rouge à la fin, en disant qu'il a pris cette photo-là, qui est un one-shot en fait, et puis qu'il n'y a aucun montage là-dedans, et qu'il y a une explication pour montrer le caractère un petit peu waouh d'ailleurs de cette photo, qui est magnifique, mais qui va être moins sensationnel que certains événements effectivement qu'on peut voir parfois. Alors, on va prendre les questions très vite parce que sinon on va pas y arriver. Alors, on leur fera. Allez. Non. Ah bon, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence de la pub? J'ai un copain qui est photographe de pub pour une grande marque française, je ne vais pas la citer. Il prend des photos et il y a 1 à 2 mois de travail sur Photoshop pour avoir le vrai rendu que la marque veut obtenir. Alors ça, vous tombez bien, parce que moi je viens de ce milieu-là, mais ça fait 30 ans qu'on pilote toutes les photos. Ah oui, non, mais c'est ça. Donc, je veux dire, ça va pas être un phénomène neuf. Si vous voulez, le phénomène neuf, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller retravailler une photo et assez aisément faire du compositing quand carrément il n'y a pas des logiciels avec AI qui font tout pour vous. Donc je suis pas certain. Si la pub joue a un impact, c'est le nombre de vues que va générer votre publication qui peut l'amener, parce qu'elle a été beaucoup vue, parce qu'elle est spectaculaire, à être prise par des médias qui eux-mêmes s'auto-alimentent par ces biais-là. Vous voyez ce que je veux dire? L'intervention publicitaire, ça fait très longtemps qu'on montre des photos de gens qui ne peuvent pas exister. Ouais, mais c'est l'influence, on va dire. Comme ils voient des photos parfaites, ils disent, c'est comme ça que vous avez aujourd'hui des filtres sur Instagram qui donnent à tout le monde des photos parfaites, il n'y a même plus besoin de se maquiller, je suis complètement d'accord. Oui, je veux dire, on voit qu'une partie du remède, en fait, c'est l'explication qui est fournie avec la photo. Le souci, est-ce que c'est pas que parfois, l'explication à la photo ont des destins différents, finalement, parce que la photo peut être reprise, repostée, etc., sans l'explication originelle aussi. Oui, ça arrive. Comment faire pour relier vraiment et effectivement l'explication avec les exifs dans le cas de la composite. Oui, tu peux te retrouver de très bonne foi à avoir publié des bonnes informations, est-ce que la photo soit reprise sans ces informations? C'est complexe. C'est une solution en soi, parce qu'il n'y a peut-être pas de problème pour certains. Mais c'est pour ceux qui voient un problème, une des solutions, je pense, c'est de former plus le regard du grand public sur les photos astro. Ça rejoint la remarque sur la publicité. On est habitué à voir des mannequins parfaitement maquillés, retouchés. Si vous faites une publicité avec un visage normal, pas maquillé, pas mis spécialement en valeur, on pourra aller, on va dire, mais attendez, moi c'est pas ça que je veux voir, c'est pas beau, je veux voir quelque chose de beau. C'est pareil en photo. Si vous habituez les gens à du fait très spectaculaire, très saturé, très HDR à fond dans tous les sens, avec des compositages un peu grossiers, ça devient la norme pour les gens qui regardent une photo d'astro. Donc quand vous leur mettez une photo bio, avec sa bio, one shot, pas surtraité, réaliste, alors qu'elle est magnifique, sont des fans à côté de l'image qui est truquée. Donc changer le regard sur ces images-là, changer la manière de regarder vraiment sérieusement une photo astronomique, ça peut permettre aussi de répondre à cette question-là en se disant ces images-là de fait seront moins relayées si on les voit pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des montages, des collages, peut-être de très belles créations artistiques, mais pas des photos sérieuses d'astronomie. C'est peut-être je pense que là il n'y a pas de solution, mais effectivement c'est en misant sur le fait qu'elles seraient moins relayées si les personnes qui les voient pouvaient les interpréter. Ce que tu disais aussi, parce que ce que David disait à un moment donné, le rôle à jouer aussi des diffuseurs, je pense. Ouais. Je pense que c'est là aussi où finalement le filtre peut se faire, parce que c'est pas vraiment au niveau. Je pense qu'il va être difficile d'espérer que ça se fasse au niveau du grand public, sauf à reprendre un apprentissage de la lecture d'une image. Mais globalement, c'est valable pour de l'image d'actu, c'est valable pour absolument tout. Et là aujourd'hui, il y a pratiquement tout. On a très peu. Alors ça rejoint tout ce que vous disiez en même temps.
on est très rarement soumis à une image réelle. Et puis la frontière entre donc la photo et le visuel, quand vous montrez, alors si on parle des planètes, c'est moins choquant. Quand vous montrez une photo de Saturne qui est absolument magnifique, et que les gens se disent ah on peut voir ça dans un télescope, vous avez quand même cet effet waouh au niveau des planètes. Par contre, vous montrez une galaxie en photo et la même galaxie dans un télescope, je suis pas sûr que la personne va s'extasier de la même manière. Donc c'est vrai que il suffit d'expliquer aux gens pourquoi, comment, et le contexte. Et derrière, je peux vous dire que même avec certaines nébuleuses ou galaxies au sein d'un télescope en visuel, on peut avoir belles émotions parce que c'est magnifique. En photo, si vous êtes à la recherche d'une certaine reconnaissance en tant que professionnel, on peut le comprendre. En tant qu'amateur, après, moi j'ai un petit peu plus de mal à comprendre pourquoi on n'explique pas simplement ce qu'on fait, quoi. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu penses des traitements en fausse palette, par exemple? Alors moi, les palette Hubble, parce que ça nous a bien habitués à voir la palette Hubble, initialement, c'est quand même pour différencier les différents gaz. C'est-à-dire que moi j'y vois quand même un but scientifique. Oui, mais c'est devenu un standard presque. Alors c'est vrai que c'est devenu un standard. On voit des palettes un petit peu plus étendues maintenant, mais afin de différencier le soufre, l'hydrogène, l'oxygène, qu'on a abordé de manière teinte un peu cuivrée, rouge et puis verte dans le SHO pour l'hydrogène et puis bleu pour l'oxygène. Pour moi, cette palette initialement, elle est faite principalement à but scientifique pour pouvoir voir les différents gaz que composent la nébuleuse, les galaxies ou autres. Voilà. Initialement, je vois ça du côté scientifique. Après, et moi compris, j'aime bien le côté artistique là-dedans, en plus avec des formules maintenant mathématiques pour pouvoir faire des... Pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube, pour pouvoir faire des... ça parlera. Et on met une petite formule mathématique qui permet d'avoir des couleurs plutôt sympas. Alors, quand je dis sympa, c'est qu'ils me plaisent à la base. Hein. Après, si ça plaît aux autres, tant mieux. Si ça plaît pas aux autres, ça fait pas plaire à tout le monde, quoi. Mais initialement, j'y vois plus, moi, un côté scientifique de différenciation des gaz. Mais maintenant, c'est devenu comme presque un standard, où si tu montres une photo de l'aigle en couleur normale par rapport à ce que la sortie Hubble, les gens vont dire, bof, quoi. Alors que la photo en Hubble, bien travaillée, a permis de construire plein de sous pour aller plus loin. C'est sûr qu'il y a moins de contraste, il y a moins de différenciation, oui, au niveau des couleurs. Après, il y en a qui vont pas du tout aimer le SHO, il y en a qui vont préférer le HO, il y en a qui ne jurent que par le LRVB, enfin les couleurs normales. Maintenant. Et là, on rentre dans la question de goût. Oui, c'est une question de goût. C'est-à-dire que la convention, ça va être une question de goût. Tout le monde la connaît. Mais finalement, si vous avez pris vous-même la photo de la nébuleuse de l'aigle, vous pouvez bien lui appliquer la couleur que vous voulez si ça vous plaît. Ouais. Puis vous ça pose par rapport au fait de standardisation de la vue des images astro que le public peut en avoir. Après, moi, la photo, j'en fais ce que je veux. Après, je pense que n'importe quelle personne, quand on fait le SHO et que parfois on n'arrive pas à tout traiter, une étoile violette, en général, c'est rare. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc, celui qui arrive à faire, voilà, ou une étoile verte aussi. Oui, ça arrive parfois. Les étoiles vertes. Non, je suis absolument désolé, Mathieu, parce que vu l'heure, on va devoir libérer la salle, donc tu vas pas pouvoir présenter ton objet. On le fera en Zoom tous les deux ensemble. Bonjour, je suis débutant, j'aurais aimé savoir comment fait-on une photo panoramique. J'ai un APS-C Canon, je débute. On va vous laisser avec le spécialiste dès qu'on libère la salle. Ce sera un cours particulier. Merci Jean-Baptiste, merci à tous. Merci. Donc on se retrouve maintenant dans nos merveilleux studios Cognac J pour reprendre ce qui a été enlevé à notre malheureux Mathieu, c'est-à-dire la possibilité de vous présenter un objet à photographier en ce moment. Donc déjà, on va remercier tous ceux qui étaient au RCE parce que ça a été 2 émissions qui ont été de belles réussites et avec de belles rencontres avec le public. Et ça, c'était vraiment cool, autant pour moi que pour les chroniqueurs, je pense. Et on va partir tout de suite avec Mathieu parce que pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu de ciel, qui va nous présenter un duo d'objets, me semble-t-il, qui est tout à fait étonnant. À toi, Mathieu.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter deux petites nébuleuses planétaires qui sont HFG1 et Abel 6. Alors, HFG1, ce sont les initiales de Hecatorn Fezengull, du nom de leur découvreur. Donc, HFG1 ou PK 136 plus 0,5. Et Abel 6, qui sont un duo donc de nébuleuses planétaires situées dans la constellation de Cassiopée. Alors, l'étoile centrale de HFG1, c'est V666 Cas, qui est une binaire de magnitude 14,5, donc c'est déjà assez faible. Il ne s'agit pas d'une étoile unique, mais d'un système stellaire binaire, dense, composé à la fois d'une naine blanche et d'une étoile qui est semblable au Soleil, distante d'environ quelques millions de kilomètres. Par rapport à cette nébuleuse, donc HFG1, elle laisse derrière elle une longue queue de gaz en H-alpha, donc rouge quand on va la regarder, d'au moins 20 minutes et qui est vieille d'environ 10 000 ans. La structure de HFG1, sinon, présente un arc de cercle à l'opposé de cette queue, c'est-à-dire donc dans la direction de son déplacement, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un front d'onde de choc de matière interagissant avec le milieu interstellaire. Concernant Abel 6, donc Abel 6, c'est un exemple de nébuleuse planétaire en forme de bulle. Elle est assez faible, magnitude 15, et elle émet davantage en O3 qu'en H-alpha. Au niveau de sa structure, il y a quelques irrégularités, en particulier avec deux lobes fins au niveau des bords est et ouest, et sa taille, elle est d'environ 188 fois 174 secondes. Au niveau de l'étoile, donc, on peut dire de HFG1, elle se déplace très rapidement parce qu'elle est entre 29 et 59 km par seconde. Et elle traverse donc ce milieu interstellaire avec un choc d'arc plutôt bleuâtre, donc qu'on va distinguer principalement en O3. D'habitude, les nébuleuses planétaires, elles ont une durée de vie d'environ 10 000 ans. Et étant donné que les étoiles semblables au Soleil vivent jusqu'à environ 10 milliards d'années. Donc HFG1 est déjà plutôt très ancienne, et elle va progressivement se dissoudre dans l'espace, tandis que la naine blanche, elle va se refroidir et s'estomper pendant des milliards d'années. On s'attend en gros à ce que notre propre Soleil subisse un sort similaire, mais ça, ce ne sera pas avant 5 milliards d'années. Le terme de nébuleuse planétaire, c'est un terme qui est un petit peu malheureux parce que ça n'a rien à voir avec les planètes. Qui est clairement abusif, oui. Voilà, qui est clairement abusif. Donc, malgré leur nom, les nébuleuses planétaires n'ont rien à voir avec les planètes. Le nom des nébuleuses planétaires, il est né au XVIIIe siècle en raison de la similitude visuelle entre certaines nébuleuses planétaires circulaires et les planètes Uranus et Neptune qui étaient vues à travers de petits télescopes avec de petits optiques. Et le nom est resté, bien que les télescopes modernes indiquent clairement que ces objets ne sont pas du tout des nébuleuses planétaires. Ne sont pas du tout des planètes, pardon. Alors, en l'occurrence, sur quand même HFG1, on a un petit rapport avec planète au sens étymologique, puisque planétesse voulait dire vagabond, et que finalement, on a une étoile qui se déplace. Mais c'est un hasard, ça n'a rien à voir avec le terme. Non, ça n'a rien à voir. Au niveau des nébuleuses planétaires, ça représente la dernière courte phase de vie d'une étoile moyenne comme notre Soleil. L'étoile mourante qui s'effondre d'une géante rouge à une naine blanche consomme la dernière partie de carburant de son noyau et entraîne une grande partie de sa coquille externe dans l'espace, avec donc une expulsion de matière. Ce matériau est ensuite chauffé et rayonné par le rayonnement du reste des étoiles, ce qui donne des nuages de gaz incandescents qui peuvent avoir des structures assez complexes, car l'émission de la masse de l'étoile est inégale en fonction du temps et de la direction. Donc l'image que on peut vous montrer là est attribuée à Marcel Drechsler, qui l'avait fait à l'aide... Je sais plus si c'était avec son RASA ou avec son C11 AF2, ce qui revient exactement au même en fait au niveau de la focale, c'est-à-dire 520 mm, je crois. C'est un couple donc de nébuleuses qui se situe dans la constellation de Cassiopée à la limite de la constellation de la Girafe, ce qui signifie que du fait de sa hauteur dans le ciel, elle peut être imagée relativement longtemps au cours d'une même session et donc de la même nuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La période hivernale est donc aussi bien propice au vu du nombre d'heures importantes qu'il faudra pour les photographier pour avoir de bons résultats sur ces nébuleuses, parce que comme je vous ai dit, les magnitudes étant très élevées, c'est-à-dire que du coup elles sont très faibles, il va falloir poser relativement longtemps, que ce soit donc en pose on va dire unitaire que en pose totale.
Au niveau de ces coordonnées, alors j'ai marqué les coordonnées. Donc là, je vous ai marqué les coordonnées sur le site que j'ai retrouvé sur Astrobin. Donc en ascension droite, 3 heures, 0 minutes, 53 secondes. Et en déclinaison, 64 degrés, 43 minutes et 11 secondes. Voilà. Donc là, vous pouvez voir la position de ces deux nébuleuses quasiment juste à côté de la girafe. Sinon, au niveau du cadrage, alors, je vais parler du cadrage justement avant de la focale parce que de ces cadrages possibles vont dépendre justement sûrement le matériel que vous allez utiliser si vous en avez plusieurs. Donc, en fait, il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a des mosaïques à faire qui peuvent être quand même bien sympas avec ce couple de nébuleuses. Et donc, il faudra en tenir compte lors de votre cadrage. Alors, par exemple, j'ai trouvé une version de Ola Scarpen qui montre bien ce qu'on peut voir à côté de ces nébuleuses, qui sont deux grandes nébuleuses bien connues, à savoir la nébuleuse du cœur et la nébuleuse de l'âme. Alors, par rapport à cette image-là de Ola Scarpen, vous pouvez même voir tout en haut SH2 200. Donc, c'est la toute petite nébuleuse bleue en haut entourée d'un cercle rouge. Vous avez donc sur la gauche, en haut à gauche, la nébuleuse de l'âme. En bas, la nébuleuse du cœur et du poisson, il ne faut pas l'oublier. Et sur le prolongement donc, de la nébuleuse du cœur, on peut voir donc d'abord Abel 6, puis au-dessus la HFG1. On va l'appeler comme ça. Ce qui fait que du coup, si vous voulez faire une image de ce type-là, comme Ola Scarpen, là, autant vous dire que même un petit 135 mm à f2, ça peut être très conseillé. Pourquoi pas avec des plus longues focales pour pouvoir incruster et avoir un petit peu de détail au niveau des nébuleuses. Mais là, voilà, un 135 mm, par exemple, pour faire ce genre de photo, ce sera même la focale sera déjà même trop grande pour pouvoir tout avoir. Donc, il faudra faire une petite mosaïque. Par contre, si vous voulez une vue beaucoup plus rapprochée sur HFG1 et Abel 6, à ce moment-là, comme l'image de Marcel, un 530 mm, c'est pas mal. Je sais qu'il y en a qui l'ont même fait avec des 800 mm de focale, mais à ce moment-là, il faudra concentrer, on va dire, votre choix sur une des deux nébuleuses. C'est sûr que AFG1 est beaucoup plus spectaculaire qu'Abel 6, qui a une petite bulle. Maintenant, ça ne veut rien dire, elles ont toutes les deux leur charme. Donc, à vous de voir après ce que vous préférez là-dedans. Pour vous donner une simulation de ce que donne une focale de 530 mm sur un capteur APS-C. Donc là, vous avez l'image de Nina qui montre le cadrage qu'on peut obtenir. Et comme vous pouvez voir, si vous voulez faire une mosaïque, il faudra compter environ, 9, voire sûrement même 12 panneaux, si vous voulez faire un cadrage de tout. Donc là, ça commence à faire vraiment beaucoup d'heures. Concernant les filtres, les filtres à bande étroite, là, sont particulièrement appropriés pour cette image et même indispensables, avec notamment donc les filtres HA et O3, ainsi que du RVB si vous voulez faire des étoiles de belles couleurs. Personnellement, je n'ai jamais vu ce couple imagé en SHO. Alors, est-ce que ça a un intérêt de faire du soufre ? En tout cas, pour HFG1 et Abel 6, je ne suis pas sûr que le soufre soit obligatoire. Voilà. Et donc, par rapport à la durée de pause, alors évidemment, tout dépend de votre setup. Des pauses unitaires, donc en tout cas assez importantes, seront de rigueur. Comptez au moins 5 minutes à F5, voire davantage en O3. Alors, tout dépend aussi évidemment de votre capteur. Et la durée totale dépendra de votre setup, mais sachez qu'un minimum de 20 heures à F2 paraît nécessaire. Donc après, vous avez les petits calculs à faire en fonction de votre rapport F sur D. Il va falloir poser un peu si on se balade à F5, évidemment, sur le temps total. C'est pour ça qu'en fait, si on veut faire une mosaïque ou un grand champ sur cette image avec le cœur et l'âme,
Je pense qu'il faudra passer beaucoup plus de temps sur HFG1 et puis Abel 6 que sur le cœur et l'âme. Merci beaucoup Mathieu, parce que ce sont deux très beaux objets. Puis alors là, il y a de quoi s'occuper pendant effectivement un petit moment, mais c'est vrai que ça sort aussi un peu des sentiers battus par rapport, entre guillemets, aux stars du ciel qu'on voit l'hiver. Ils sont beaux, rarement imagés. Donc, s'ils sont rarement imagés, il faut pas oublier que du coup, c'est parce qu'ils sont assez difficiles quand même. Hein. Mais du fait qu'ils sont assez hauts dans le ciel, et on peut les avoir vraiment une grande partie de la nuit. Donc là, pendant l'hiver, leur mettre 7-8 heures par nuit, si c'est possible, c'est voilà. Déjà, en 3 nuits, on va avoir un petit résultat sympa. C'est clair, ça peut aller relativement vite. Faut-il encore qu'on n'ait pas une saison des pluies avec une mousson abominable et des nuages partout. En tout cas, je ne doute pas qu'on aura quelques spectateurs qui ont envie de se tenter le challenge. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Et puis nous, on s'arrête là pour ce Star Party un peu spécial entre Paris en live et en studio avec Mathieu. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une prochaine émission. Ciao. À bientôt.